Préférence nationale, haine de l'Algérie, mariage avec des étrangers, le Sénat est-il devenu un plateau de CNews? Quel excellent titre. Oui, tout à fait. Ouais. Et bah du coup, alors avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous détailles pourquoi l'UMA fait cette comparaison, on va peut-être faire un petit point sur le Sénat. Oui, Parce que je pense que c'est pas toujours clair comment fonctionne cette institution, à quoi elle sert et qui la compose. Donc vas-y, je t'en prie. Alors le Sénat, c'est ce qu'on appelle dans le parlementarisme français la chambre haute, en fait, puisque le système français, c'est un système bicaméral à 2 chambres. Donc il y a l'Assemblée nationale, que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, parce que c'est souvent là que les médias, enfin l'attention médiatique se concentre, et aussi le Sénat, qui est donc la chambre haute. Et la différence entre les deux, c'est que donc l'Assemblée, c'est les députés pour lesquels vous avez voté probablement aux législatives 2024 et 22, et bon, tour d'élection, et peut-être pour la prochaine en 2026, s'il y a une nouvelle dissolution. Et donc le Sénat, lui, c'est une chambre où les élus sont élus au suffrage indirect par des élus locaux, en fait. En gros, c'est les maires qui élisent, pas que les maires, mais on vote les pas maires. directement pour les sénateurs. Voilà, c'est les conseils départementaux, les maires, etc., les présidents de région qui ont un droit de vote pour voter les sénateurs, qui sont donc les représentants des territoires et des élus locaux plus que des gens directement. Et ça a la réputation, historiquement, d'être une chambre de la sagesse, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir que c'est assez amusant, c'est qu'en gros, voilà, c'est l'idée, c'est que voilà, c'est des notables en fait qui sont élus par des élus, donc c'est beaucoup moins conflictuel, c'est censé être moins bruyant et perturbé que l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée a cette réputation, et pas que depuis qu'elle est insoumise dedans, contrairement à ce qu'on entend parfois, l'Assemblée a toujours été plus conflictuelle. Bon, bah là, on se rend compte que la question de la sagesse au Sénat, bof, quoi. Voilà. Ouais. Alors, qui compose quelles sont les forces politiques qui composent le Sénat aujourd'hui? Ouais, c'est important. Donc, comme ils sont issus des... Est-ce qu'on a un endroit... Attends, excuse-moi. Est-ce qu'on a un endroit où on peut voir ça? Oui, sur le wiki du Sénat, je pense que tu vas trouver la composition de la Chambre. Ouais, tu dois l'avoir. Ok. Ouais, on va vous mettre ça, comme ça tu vas pouvoir nous faire un petit point dessus en même temps. Voilà, c'est pas mal ça, non? Très bien, oui, très bien. Hop, voilà comment est composé le Sénat aujourd'hui. C'est l'hémicycle. Donc, en gros, le Sénat, étant donné que le Sénat est représentatif des forces locales, c'est-à-dire des forces qui ont des élus locaux, eh bien, le premier parti encore en élus locaux, c'est les Républicains. Donc les Républicains, ils sont à droite, là, ils ont 133 sièges sur 348, ce qui fait pas une majorité absolue, mais ce qui fait la majorité relative. Ils sont costauds. Voilà, donc ils dominent le Sénat, pardon, ce qui fait que leur président du Sénat, c'est Gérard Larcher, ça, peut-être que vous voyez qui c'est, qui est donc LR. Et ensuite, vous voyez que c'est donc très à droite, jusqu'à quasiment pas le rose, mais le rose, c'est le PS. Les bleus ciel, là, c'est qui la deuxième force? Le ciel, c'est le bloc centriste, en gros, c'est UDI, des trucs comme ça. Le bleu foncé, c'est Horizon. Le jaune, c'est macroniste. Les verts, les roses clairs, là, c'est les radicaux. Donc il y a encore les radicaux qui ont un groupe au Sénat. Et ensuite, ensuite PS en rose, en vert les verts et en rouge le Parti communiste. Donc alors il y a pas le RN ou Reconquête. Il y a quelques élus RN. En fait, c'est dans les noms inscrits là. Mais il y a pas de groupe. Il y a pas de groupe, non. Ok. Donc ça veut dire que de tout à droite. Là, les bleus foncés jusqu'au violet ou jusqu'au jaune? Jusqu'au jaune, en gros, ça fait un bloc. Les radicaux sont pas avec les macronistes. Des fois ils votent avec eux, mais c'est pas. C'est un peu comme Lyot à l'Assemblée, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, parfois changeant. Mais en tout cas, la droite s'arrête au jaune, quoi, on va dire. D'accord, donc ils ont une grosse majorité. Ils écrasent. C'est ça. C'est une chambre clairement de droite et conservatrice, et le Sénat a toujours été à droite, sauf sous Hollande, alors j'ai plus les dates exactes, mais en gros, sous le mandat Hollande, il y a un moment où Hollande avait l'Élysée, l'Assemblée était socialiste et le Sénat était socialiste, mais c'est une anomalie presque dans l'histoire du parlementarisme. Si vous avez des questions dans le chat sur le fonctionnement du Sénat, etc., vous avez Cyprien Cadéo, le Jean Massier de l'UMA, qui peut vous répondre. Non, je déconne. Allez, on reprend sur l'article du coup. Donc pourquoi... Alors, déjà, voir ça permet de mieux comprendre pourquoi vous avez titré « Préférence nationale, haine de l'Algérie, mariage avec des étrangers ». Le Sénat est-il devenu un plateau de CNews? Et ça serait peut-être parce que le Sénat tire à droite, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, tout à fait. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail du glissement qu'il y a pu avoir? Je vois là l'ordre du jour de la Chambre haute est cannibalisé par les propositions de loi de la droite qui instrumentalisent les thèmes identitaires, migratoires et sécuritaires. Juste un petit point avant de rentrer dans ça, il faut rappeler que le Sénat, du coup, en gros, le pouvoir législatif en France, il y a soit le gouvernement peut faire des projets de loi. Et proposer. Et il peut les déposer soit d'abord à l'Assemblée, soit d'abord au Sénat, il choisit. Soit il y a les deux chambres qui ont leur propre pouvoir législatif, heureusement. Et donc les députés peuvent faire des propositions de loi et les sénateurs aussi. Donc là, on parle surtout des propositions de loi déposées par les sénateurs
de droite, en l'occurrence. Voilà, juste pour qu'on soit clair. Et donc là, pourquoi on a mis ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis des mois, et d'ailleurs, il y a pas mal de sénateurs d'opposition qui alertent, en fait, c'est un peu la foire à la saucisse, les propositions de loi des sénateurs. Et ce sont des propositions de loi qui, en fait, répondent aux obsessions notamment qu'on voit dans les médias de la bolorésphère en fait. C'est pour ça qu'on a dit ça a devenu un plateau de CNews parce que les propositions de loi elles sont complètement sur la sécurité, l'immigration et quasiment que ça. Et ça pose problème effectivement. Alors est-ce que c'est parce qu'on en parle au Sénat qu'on va en parler dans les médias ou c'est plutôt l'inverse? Ça se nourrit, je pense. C'est-à-dire que je pense que les sénateurs LR sont branchés largement sur ces news et qu'ils vont s'en rendre compte que ça fait parler, en fait. Même sans aller jusqu'à est-ce que la loi va passer, ça fait parler. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu médiatique là-dessus. Le Sénat a souvent été, comme je l'ai dit, en retrait médiatiquement par rapport à l'Assemblée nationale. Parce que voilà, c'était pas une chambre hyper médiatique et tout. Et là, justement, ils essayent d'exister et de surfer sur des thèmes qui sont à l'agenda médiatique. Donc, je pense que c'est un pas de deux, quoi. Ça se nourrit. C'est ce que dit du coup Gaël De Santis, qui a écrit, journaliste politique à l'Humanité aussi, qui a écrit l'article et qui dit, en gros, il s'inspire des thèmes qui façonnent le débat public en ce moment pour les amener sous forme de propositions de loi au Sénat, en gros. C'est ça. Alors, on a sélectionné quelques exemples. Je vous invite tous et toutes à lire le papier, mais on va l'illustrer. Alors notamment sur l'Algérie, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment. D'ailleurs, qui était est-ce que tu peux nous résumer un petit peu pourquoi la question de l'Algérie était dans le débat en ce moment, et est-ce que tu peux retracer d'où ça part? Ouais, en fait, il y a ça vous a pas échappé qu'en ce moment il y a une énorme tension diplomatique entre la France et l'Algérie, notamment avec l'affaire Boualem Sansal, donc l'écrivain qui est franco-algérien qui est emprisonné là-bas, qui a été condamné, mais aussi autour là il y a eu hier l'expulsion ou avant-hier l'expulsion d'agents diplomatiques français d'Algérie. En retour, on a nous expulsé des Algériens du corps diplomatique algérien à Alger, et je crois que Macron a rappelé l'ambassadeur de France en Algérie. Donc bref, c'est encore le bordel. Et surtout, ça c'est la partie internationale, on va dire. C'est une détention entre deux pays. Le régime algérien, c'est un régime autocratique, pas du tout fréquentable, donc qu'il y ait des tensions avec lui, c'est pas un souci. Mais par contre, il y a aussi la question derrière des Algériens qu'on voudrait expulser dans notre territoire. Et donc il y a tout un discours, notamment de la droite, sur les Algériens ils jouent pas le jeu. Alors, quand on pense une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français contre des Algériens, et donc ils sont expulsables, mais juste Alger veut pas les récupérer, donc en fait ils restent sur le territoire français. Donc là il y a une tension autour de ça, et surtout c'est largement instrumentalisé par ce que tu vas montrer, je pense, par l'exemple de cette sénatrice là. Alors et surtout ce qui est intéressant, c'est que médiatiquement, donc ça part de Boualem Sansal, l'écrivain qui est enfermé en ce moment en Algérie, et aussi de Jean-Michel Apathy, qui a propulsé, ça revient souvent, mais qui a repropulsé il n'y a pas si longtemps que ça la question de la colonisation française en Algérie dans les médias. Et donc là, alors elle est quand je remets la vidéo, cette vidéo, elle date du 2 avril, donc c'était il y a 10 jours. Et on voit comment ce qui a animé les médias sur l'Algérie, parce que tous les jours, donc toi tu le montres souvent dans tes revues de presse, tous les jours, voilà, il y a des nouvelles échanges qui sont faites sur l'Algérie dans les médias, et comment voilà, ça va jusqu'au Sénat. Donc alors, je mets le timecode, il me semble que ça va. Après une série d'incidents diplomatiques, des humiliations répétées envers la France par l'Algérie, comment les Français peuvent-ils croire que tout est réglé comme par miracle en un appel téléphonique? Monsieur le ministre, lors de cet échange, a-t-il été question des Algériens sous OQTF qui représentent une réelle menace pour les Français et dont Alger refuse le retour? Ont-ils évoqué la mise en cause éventuelle de certains accords franco-algériens? Et au-delà de la clémence et de l'humanité, le président a-t-il obtenu une date pour la libération de Boualem Sansal? Voilà, exactement. On est tout à fait dedans. Alors, cette dame, je l'ai notée, c'est... Est-ce que tu sais qui c'est? Je l'ai sur l'écran là. Jacqueline Eustache-Brignot. J'avoue, je ne la connaissais pas plus que ça avant de voir ça. Qui est LR, du coup, qui est des Républicains. Et voilà, donc ça, c'était il y a 2 semaines, qui s'empare de l'actualité autour des OQTF, l'actualité... C'est newsesque. En fait, ce qui est intéressant dans sa prise de parole, c'est qu'elle fait un mélange. C'est-à-dire que dans la même question, elle te pose la question sur est-ce que le président a avancé sur Boualem Sansal, ce qui me paraît être une question tout à fait légitime, à demander la libération d'un concitoyen. Mais par contre, elle te dit aussi les OQTF. C'est qu'en fait, elle te fait une espèce de méga mix entre la question internationale et les Algériens. En fait, on voit très bien la finalité de tout ça, c'est que
on est en train de diaboliser les Algériens qui sont en France. Ouais. Déjà, en nous expliquant que l'Algérien sous OQTF devient une espèce de catégorie sociale, tu vois, qu'on Qui fait diabolise. peur à tous les Français. Qui fait peur, qui est une réelle menace pour tous les Français, comme nous explique Jacqueline, et qui est largement brandi sur les plateaux de CNews. Pour le coup, il y a eu plein d'éditos de Pascal Praud là-dessus, etc. Ouais. Avec des gens qui nous expliquent aussi, tu vois, on est fort avec Poutine, mais on est faible avec l'Algérie. Enfin bref, ils font des comparaisons absurdes. Mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on est vraiment sur la construction d'une figure d'ennemi de l'intérieur, en fait, quasiment. Déjà, les OQTF, c'est pas que des Algériens, d'accord. Parce que rappelle que les OQTF sont généralement donnés à des gens qui n'ont pas de judiciaire déjà, et en plus, oui, c'est absolument pas résumable à la question de l'identité. En fait, on a l'OQTF devient, parce que l'extrême droite a travaillé là-dessus, hein, avec les violeurs sous OQTF, etc. En fait, a construit l'OQTF un peu comme on a construit le fichier S avant. C'est vraiment la menace. Alors encore une fois, les fichiers S, c'est un truc très large et tous les fichiers S sont pas dangereux. Et ben les OQTF, oui, il y a des OQTF qui sont des délinquants et qui ont commis des crimes, ça c'est un fait. Mais par contre, c'est pas l'OQTF ne te rend pas criminel. C'est juste un mec qui a pas répondu à la base. Un OQTF, c'est un mec ou une meuf qui a juste pas répondu administrativement aux conditions pour être sur le territoire et qui du coup est expulsable. Mais c'est tout. Hein. Ça ne préjuge pas de sa dangerosité. Tout à fait. Je vois que en fait le deuxième extrait que j'avais préparé n'est pas là, mais c'est pas grave parce que c'est pas grave. C'est sur c'était Sylvain Maillard, mais on peut passer à un autre extrait qui montre à quel point les débats de CNews animent. Alors là, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est un peu l'inverse. C'est le Sénat. Truc. Voilà. Ouais. Alors, pour le coup, vous allez voir. Le Sénat vote pour l'interdiction du mariage aux étrangers en situation irrégulière et c'est repris par Hanouna qui en fait un cheval de bataille. On regarde. Exact. Béziers, pour laquelle Robert Ménard, le maire On n'a pas Internet. de Béziers, s'était battu. Le Sénat vote maintenant pour l'interdiction du mariage aux étrangers en situation irrégulière. Donc c'est vrai que voilà, on en avait parlé ici, et je sais que Jean-Michel, donc vous êtes pour l'interdiction. Bien sûr. Voilà. Les gens qui n'ont pas le droit d'être ici. Ah bien sûr. Quand on n'a pas le droit d'être ici, on ne peut pas aller dans une mairie et dire qu'on va respecter les lois françaises parce qu'on n'est pas français. C'est On grotesque. n'a rien à foutre là. C'est grotesque, franchement. Qu'est-ce qui est grotesque Cette mesure-là, parce qu'elle est absurde. Si tu regardes 2 secondes. Béziers. Voilà. Mais c'est bien choisi qu'il laisse absolument pas Guénolé développer. En Parce que du coup, c'est l'extrait de TPMP. Hein. Ils ont coupé. Oui, bien sûr. Je te laisse développer là-dessus, comme ça je cherche le tweet de Maillard que je cherchais. Vas-y, je t'en prie. Du coup, là, c'est intéressant parce que t'as un exemple de comment la stratégie finalement de la polémique des sénateurs de droite fonctionne, puisque du coup, ça devient un sujet dans TPMP et c'est pas une évidence que des votes du Sénat deviennent des sujets dans TPMP. Donc voilà. Mais là, on a l'exemple de ce sujet sur les mariages étrangers. Ça concerne quasiment personne. En fait, c'est un truc vraiment. Encore une fois, on va y venir dans ce que raconte Gaël dans son sujet, c'est qu'en fait, ce sont des lois d'affichage. Ça n'a pas de. Enfin, ça ne concerne très peu de monde, ça n'a aucun impact en fait sociétal. C'est-à-dire que franchement, que tu interdises ou pas le mariage, ça concerne tellement peu de gens que ça va rien changer à la face de la société et à la vie des gens en général. Mais par contre, ça fait bien de défendre ça aux yeux d'un certain électorat xénophobe, etc., et c'est bien relayé dans les médias. En fait, c'est une espèce de panique morale sur « Oh mon Dieu, des OQTF peuvent se marier !» Oui, et alors, ça changera rien en fait ça changerait rien à la vie des gens, quoi, vraiment. Et donc voilà, et ça permet encore une fois de diaboliser les OQTF, etc. En fait, par exemple, la phrase de Jean-Michel Maire, elle est assez frappante, c'est qu'il t'explique, ils ont rien à foutre ici, ils ont droit à rien en fait, et pas à se marier. Mais en fait, les gens qui sont étrangers, enfin, ils ont quand même des droits. Hein. Même les gens sous OQTF, ils ont des droits. Il faut quand même le rappeler. Genre, on n'a pas le droit de les tuer, tu vois. Ça marche pas comme ça en fait. Donc, les droits humains s'appliquent à tout le monde en fait. Donc le mariage pourrait être dans le train et donc voilà, c'est une absurdité de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors je sais plus le vote pour cette loi-là, mais ce qui est intéressant, ce qui est nouveau en fait, c'est ce que raconte Gaël, c'est qu'avant il y avait déjà un peu moins, mais il y avait déjà des dingueries qui passaient au Sénat, d'accord, parce que c'est une chambre de droite, ok. Sauf que ça fait longtemps que c'est une chambre de droite. Oui, c'est ce que je disais, ça a toujours été une chambre conservatrice dominée par la droite, sauf pendant le mandat de François Hollande, mais par contre, une partie du mandat. Sauf que maintenant la différence, c'est que il ne vous a pas échappé que LR et les macronistes sont alliés au sein de ce qu'on appelle le socle commun, c'est-à-dire le gouvernement, et que
du coup, maintenant, les macronistes, qui avant servaient, et ça fait un peu mal de le dire comme ça, mais de garde-fous un peu, c'est-à-dire que il y avait des trucs de dingueries qui avaient été votés au Sénat, mais en fait, à l'Assemblée, c'était même pas mis à l'ordre du jour par les macronistes. Parce qu'il faut rappeler que l'ordre du jour, il est fixé par la conférence des présidents de chaque chambre, c'est-à-dire en gros par la majorité. Donc en gros, ceux qui ont le contrôle de l'ordre du jour à l'Assemblée, c'est les macronistes, et ceux qui ont le contrôle de l'ordre du jour au Sénat, c'est la droite. Donc en gros, ils mettaient jamais l'ordre du jour, ou alors ils le votaient et ça passait pas. Donc il y avait une espèce de garde-fou des macronistes qui quand même était encore un peu... ils avaient encore des lignes rouges en gros, et ils votaient pas les textes les plus tarés. Et ça a changé. Maintenant, comme ils sont alliés, ils les votent en fait. Et donc ça passe, et ça sera peut-être discuté à l'Assemblée, ça la différence. Donc, alors ça passe aussi parce qu'ils ont besoin des LR. Exactement. Le gouvernement ne tient que parce que LR est dedans, donc, et parce que le RN ne censure pas aussi. Mais en gros, le gouvernement tient. Sans LR, évidemment, le gouvernement s'écroule. En fait, la différence, c'est que LR, qui a toujours été dans l'opposition jusqu'à 2000, même si c'est une opposition qui parfois votait des textes avec les macronistes, mais officiellement dans l'opposition jusqu'en 2024, désormais, et depuis Michel Barnier, et dans la majorité. Donc ça change un peu la donne. Et voilà. Ouais, je suis un peu deg parce que j'arrive plus à retrouver ce super... Bah non, attends, c'était Sylvain Maillard qui parlait de Mayotte, et du coup, en gros, il dit, bah oui, de toute manière, c'est bien qu'on... C'est celui-là, je crois, non ? C'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Non, attendez une seconde. Mais alors, si on peut parler d'un autre, du coup, parce que là, si on revient sur les OQTF, qui s'inscrit complètement dans ce truc-là et fait la course, fait la surenchère aussi, c'est lui, quand même. Ouais, bien sûr. Il y a quelques jours, du coup, quand même. Alors, tu peux resituer la une Alors, donc là, on a Laurent Wauquiez qui est maintenant prêt. Donc là, on passe un peu à l'Assemblée, mais vous allez voir, c'est lié. Laurent Wauquiez, donc, qui est ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et surtout qui est patron des députés LR, donc à l'Assemblée nationale. Lui, il est donc là en une de. Je remets. Ouais, il est en une de JD News, qui est le nouvel hebdo de groupe JDD, donc de Bolloré, et qui est en compétition pour la présidence du parti contre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment non plus cette surenchère de la droite sénatoriale si on ne comprend pas qu'il y a une compétition interne aussi au sein de la droite pour gagner le parti. Or, Retailleau, c'est l'ancien chef des sénateurs, LR, donc en fait, ils sont un peu en train de copier ce que Retailleau la feuille de route de Retailleau. Et Wauquiez, lui, il essaie d'exister aussi, sachant que les députés le suivent moins pour le coup, mais il essaie d'exister. Et donc, vous avez cette une absurde de Wauquiez qui dit qu'il faut enfermer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, donc refaire un bagne en gros, à peu près. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. On avait fait une vidéo là-dessus. On avait fait une vidéo d'Aurélien Souchard, du coup, qui avait fait une vidéo là-dessus. Donc, ouais, bien sûr, c'est un exemple de cette surenchère-là. Et ces lois, en fait, si tu veux, cette proposition complètement absurde de Laurent Wauquiez, c'est la version médiatique des propositions de loi absurdes du Sénat qui se passent depuis quelques temps et qui malheureusement passent pour certaines, sont votées, quoi. Mais, par exemple, je prends un exemple, mais il faut se souvenir que la loi immigration, vous vous souvenez de la loi immigration de Darmanin? Bah oui, on s'en souvient bien. C'était début 2024, c'est ça, je crois qu'il a été voté, de mémoire. Oui, c'est ça. Ouais. Et en gros, à l'époque, donc c'était Darmanin qui était ministre, il l'avait déposé au Sénat au début, parce qu'en fait, il savait qu'au Sénat, ils allaient l'agrémenter de dinguerie sur dinguerie. Et le texte avait fini par être voté avec les dingueries du Sénat. Et en fait, la Macronie avait voté pour la fin de l'AME, pour des dispositions qui étaient contre la Constitution, en disant, de toute façon, en fait, le Conseil constitutionnel va faire le boulot derrière, il va nettoyer le texte. Il y a notamment cette histoire de cavalier législatif qui était à ce moment-là. C'était ça qui a fait que le texte était nettoyé. Mais il s'agissait de réduire le nombre d'étudiants étrangers, il y avait, de rendre beaucoup plus difficile le fait d'être étudiant étranger. Il y avait plein de trucs sur l'accès aux droits pour les demandeurs d'asile. Il y avait l'AME, il y avait, bref, cette loi, elle avait plein de propositions. Il y avait déjà des atteintes aux droits du sol, je crois, qui étaient comprises déjà. D'ailleurs, on va en parler parce que du coup, là, tu cherches depuis tout à l'heure, c'est sur Mayotte, je suppose. Bah ouais. Donc, ça qui m'emmerde, c'est que je l'avais préparé et j'ai pas compris le lien. Ouais, mais au pire, on pourra l'expliquer comme ça. Mais en gros, la loi immigration, déjà à ce moment-là, les macronistes l'avaient voté et donc avaient voté les dingueries de la droite en se réfugiant derrière le gendarme qui est censé être le Conseil constitutionnel pour nettoyer le texte. Là, on est un peu dans ce mood-là encore où en fait on dit feu vert et banco à tous les textes de la droite et c'est un peu ce qui est inquiétant, quoi. Et bon, du coup, pour Mayotte, parce que j'anticipe parce que tu cherches. J'ai trouvé Marc Fesneau aussi qui disait la même chose, mais en gros,
La vidéo, pour résumer, c'était comment il s'appelle du coup, Sylvain Maillard, qui est LREM, il est ancien président du groupe. Ouais, c'était le président du groupe Renaissance. C'était le président du groupe, Ouais. et la journaliste lui demande du coup ce qu'il pense de la proposition de loi concernant Mayotte, la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Ouais. Et lui dit bon, écoutez, c'est plutôt malin. Oui, Ça va dans le bon je sens. pense qu'on va le Ouais. voter. En gros, Voilà, ce qui est assez- et voilà, et là, ça illustre vraiment ce que tu disais. De LREM qui doit marcher dans les pas de LR parce que sinon ils savent qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. c'est ça. pour En les fait, lois. d'ailleurs, tu peux éventuellement trouver un extrait de Retailleau aussi qui parle du droit du sol. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, on cherche. Sur Allez, LCI. vas-y, on se met. Ça, tu vas le trouver assez facilement. C'était sur LCI dimanche, je crois. D'accord. Mais du coup, en gros, ce qui se passe, c'est juste Mayotte, juste pour rappeler. En gros, Mayotte, il y avait déjà un droit du sol différencié depuis 2018. C'est déjà sous la Macronie. En 2018, en gros, le droit du sol n'est plus automatique à Mayotte. Je pense que ça doit être ça, non Le droit du sol n'est plus automatique. Ouais, je pense que c'est celle-là. Celle-là, ouais, c'est ça. Mais après, si tu peux avoir l'extrait direct de. Bref, du coup, depuis 2008, c'était plus automatique. Et en gros, il fallait présenter. Donc, normalement, le droit du sol en France, ça veut dire que quand tu es né en France, à 13 ans, tu deviens automatiquement français à partir du moment où tu as 5 ans de présence sur le sol français. D'accord Ouais. Et que tu es né en France. Même si tes deux parents sont étrangers. Ça, c'est le droit du sol chez nous, en métropole. À Mayotte, il fallait avoir au moins un des deux parents français et genre justifié de 3 mois, je crois, comme ça, de présence sur le sol. En gros. Donc, sauf que maintenant, c'est 1 an. Et il faut avoir les deux parents qui justifient d'être français. Donc, en fait, c'est un quasi droit du sang qui s'applique à Mayotte maintenant. Or, ça, déjà, c'est une atteinte déjà à l'unicité de la République. Normalement, on est censé avoir toutes les lois qui s'appliquent partout, les mêmes lois, qu'elles soient à Mayotte ou à Paris. Mais bon, déjà, c'est plus le cas. Et deuxièmement, c'est une atteinte à un principe, le droit du sol, qui est un principe constitutif de la République française. C'est-à-dire nous, en gros, il y a deux façons d'appréhender la nation. Le droit du sol qui consiste à dire que, en fait, ce qui fait qu'on est français, c'est qu'on est citoyen. Et donc, un gamin qui, en fait, depuis 5 ans est à l'école en France, quand bien même ses parents sont pas français, bah, c'est en train de devenir un citoyen français, en fait. Donc, on considère qu'il est français. Alors que le droit du sang, qui est le truc un peu plus historique, on va dire, c'est un droit qui veut dire que tu n'es français que si tes deux parents sont français. Donc, en fait, on hériterait presque génétiquement de la nationalité française, en fait. Ce qui n'empêche pas que des gens puissent demander, faire des démarches pour être français, mais en tout cas, sur l'automaticité, il y aurait que le sang qui rendrait automatique le fait d'être français. C'est deux conceptions de la nation tout à fait différentes, l'une un peu plus à droite que l'autre, vous en doutez. mais voilà. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que Retailleau, quand il. Tu veux qu'on écoute Retailleau Donc là, c'est le 8 avril que le Sénat a voté pour le durcissement de ce mécanisme à Mayotte, et Retailleau réagissait à ça sur LCI. Ouais. 7h20, les coulisses du pouvoir, l'actualité politique. Alors, l'actualité politique est écrite. Ça Vous l'avez poussé sur Mayotte. C'est là. Vient d'être voté un texte important que j'ai poussé sur Mayotte pour restreindre le droit du sol à Mayotte. Et moi, je pense qu'il faudra faire en sorte que le droit du sol ne soit plus automatique ici, sur la métropole. J'avais fait voter d'ailleurs au Sénat, dans la loi immigration, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, un dispositif qui était le dispositif de Charles Pasqua. C'est-à-dire qu'un jeune né de parents étrangers ne devienne pas automatiquement français à sa majorité, mais qu'il y ait une déclaration, que ce soit un acte volontaire. Ça, c'est important. On ne doit pas être, encore une fois, français par le hasard d'une naissance. Alors, Sachant qu'on est tous français par le hasard d'une naissance. Hein. À moins que vous ayez choisi, vous, dans le vote de votre mère, vous avez coché un formulaire pour dire non, je veux naître à Paris. Voilà. Bref. Mais là-dessus, alors, juste pour qu'on comprenne bien le lien, pourquoi, là, ce que dit Retailleau influence ce qui se passe au Sénat? Pourquoi, comment on en arrive à parler de Retailleau maintenant? Parce que Retailleau n'est pas sénateur. C'était le patron des sénateurs LR jusqu'à ce qu'il soit nommé ministre de l'Intérieur il y a peu. C'était sous Barnier, du coup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on voit très bien qu'il y a un pas de deux. C'est-à-dire que finalement, le volontarisme xénophobe, on va dire, et identitaire un peu des sénateurs LR sert la com de Retailleau. Par exemple, là, en gros, les sénateurs ont voté un texte que Retailleau voulait, de toute façon, sur Mayotte, et il s'en sert pour dire bon, maintenant qu'on a fait ça à Mayotte, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à l'étendre partout, quoi, en fait. Parce que Mayotte, Mayotte, ça marche à Mayotte. Si ça marche à Mayotte, ça peut marcher partout. Enfin, Mayotte devient un laboratoire, en fait, de délire, de laboratoire conservateur et réactionnaire de la droite, en fait, et de l'extrême droite, parce que le RN est d'accord avec ça aussi. Donc voilà, c'est. Du coup, tu as le Sénat qui marche dans les pas de toutes les dingueries que ouvre Retailleau. C'est ça. Lui, alors, là, sur les OQTF, il a été
on l'a vachement entendu, Ouais. les OQTF algériennes notamment. Sur Mayotte, il était à fond. De toute façon, c'est simple, c'est le ministre qu'on entend le plus. Enfin, je sais pas comment on peut le dire. Ouais. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a toujours il a remplacé Darmanin. Il a remplacé Darmanin et on a un gouvernement qui est quand même à domination macroniste toujours, parce que les LR sont pas majoritaires au sein du gouvernement. Et pourtant, le mec qu'on entend le plus, c'est Retailleau. Donc le gars a une stratégie un peu à la Sarkozy sous Chirac, pour ceux qui s'en souviennent, où Sarkozy était omniprésent déjà, et c'était le ministre dont on parlait le plus, alors que Chirac pouvait pas le blairer par ailleurs. Mais Retailleau, je pense pas que Bayrou ou Macron soient super fans de lui, mais ils ont besoin de lui parce que ils ont besoin de LR pour avoir un gouvernement. Et en fait, le gars, il a très bien compris qu'il avait un couloir à exploiter. Le fait d'être ministre de l'Intérieur, ça te donne l'occasion de parler de plein de sujets qu'adorent les médias, donc d'immigration, de sécurité, etc. Lui, ça lui va, il se force pas beaucoup pour parler de ça, je le précise. Je rappelle qu'il a été formé chez Philippe de Villiers à la base. Il vient de l'extrême droite, Retailleau, donc il en est peut-être jamais parti d'ailleurs, mais mais voilà. Il y a quelqu'un qui demande comment un ministre aussi temporaire, ça, on verra s'il l'est, mais c'est possible qu'il le soit, peut se donner le droit de tout mettre sous tension, parce que c'est ça qui se passe en fait. Le Sénat marche dans les pas de Retailleau qui balance tout un tas de sujets toujours plus réac. Derrière, le Sénat fait des propositions de loi complètement réac dans la ligne sur les OQTF, etc., tout ce qu'on a dit dans la ligne de Retailleau. Et LREM, pour résumer, dis-moi si je dis n'importe quoi, mais derrière, LREM se sent obligé, enfin, se sont obligés, on va quand même leur donner un peu de responsabilité dans tout ça, suit Retailleau pour qu'à l'Assemblée, ils ont une majorité, pour sauver leur majorité, pour pas que le gouvernement tombe, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc Retailleau, pour répondre à ta question, Mokan, c'est que Retailleau, c'est pas qu'il peut se donner le droit, c'est même pas une question de droit, c'est que le gars, de fait, il a un espace qui s'est dégagé pour lui, donc il serait bête de pas l'exploiter, si on est un peu cynique, d'autant qu'il a des ambitions présidentielles, et je pense qu'il faut qu'on en parle aussi. Mais tiens. Bah oui, parlons-en, du coup, tu vois que tu prépares un autre article sur Retailleau. C'est toujours pas toi qui... Mais t'écris aussi des articles, toi? Ça m'arrive, mais... C'est ton collègue Anthony Cortès. Oui, tout à fait. Donc Anthony, il était au meeting, parce que Retailleau tient des meetings, figurez-vous. Donc déjà... Petit indice sur alors il y a le congrès des Républicains en premier, mais bon, quand tu écoutes ce qu'il dit, c'est que ça sent quand même plus le meeting présidentiel que le meeting de juste pour prendre un parti. C'est quand le congrès des Républicains, juste J'ai plus la date, si tu me prends dépourvu. C'est dans... Parce que là, il y a la surenchère avec Laurent Wauquiez aussi. Ouais. Et tout ça s'inscrit dans la course à la présidence. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que celui qui gagnera le parti sera probablement celui qui sera candidat pour LR à la présidentielle. C'est pour ça aussi que c'est un marchepied, en fait, le parti. Bref, du coup, Retailleau, il était en meeting à Levallois le 10. Et donc, il faisait un meeting où il racontait sa vision de la France, donc vraiment meeting présidentiel. Et ce qui est très intéressant, je peux me permettre, sur le papier, c'est à la fin. Donc en gros, tu vois que tous les gens, en gros, des militants qu'on a interrogés dans ce papier, disent non mais de toute façon, Retailleau, c'est notre ticket pour se décrocher de la Macronie et les bouffer, quoi. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi, c'est que les macronistes, il y a une crise de succession, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va prendre la suite de Macron, on ne sait pas comment ça va être réglé, est-ce qu'il y aura une primaire, est-ce que c'est Édouard Philippe qui va s'imposer, est-ce que c'est Gabriel Attal, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura plusieurs candidats à la fin parce qu'ils ne seront pas mis d'accord, c'est aussi une option, donc on ne sait pas. Et donc LR se dit, putain, il y a un truc, en fait, là, c'est le retour de la droite, la Macronie s'écroule, c'est la fin, le macronisme, en fait, ce n'est que Macron, donc comme c'est terminé, go, on y va, et c'est le retour de la droite. Et donc, on a eu plein de militants qui parlaient, et en fait, tu vois, par exemple, tu as Émilien qui a 24 ans, qui dit on sent que la droite existe à nouveau médiatiquement, qu'elle redevient attractive, que certains aillent trop loin comme Wauquiez qui vont envoyer des OQTF. C'est pas grave, on fait l'actu et on éclipse le vide macroniste et les délires de la gauche. Là, vous avez un peu le résumé de pourquoi Retailleau ça marche auprès notamment des gens de droite. C'est parce que du coup, il donne une sensation de retour de la droite. Et notamment, Retailleau dit... Mais retour de la droite en empiétant complètement... en allant sur le terrain de l'extrême droite. En allant sur le terrain du RN, tu pourrais dire un retour de la droite à la Horizon... Oui, à la droite gaulliste, ou Juppé... Ou de Villepin, qui assure un retour de la droite un peu façon gaulliste. Mais lui, en fait, il permet un retour de la droite en espérant gratter sur l'extrême droite. Est-ce que ça peut pas s'avérer payant aussi, sachant les difficultés qu'a Marine Le Pen là, en ce moment judiciaire, et que du coup, est-ce que LR peut récupérer ce truc-là Ça, c'est une question. Moi, j'ai tendance à penser que comme le RN aura de toute façon un candidat, et peut-être Bardella, et vu comme le potentiel de Bardella, je suis pas sûr que, tu vois, Retailleau puisse absorber les voix du RN à ce point. Il peut leur en piquer, ça c'est probable, mais comme Zemmour
peut potentiellement leur piquer aussi, mais le gros de la troupe restera un vote RN, je pense. On voit qu'il y a quand même les gens, il y a un vote presque d'attachement au RN de la part de plein d'électeurs. Enfin, tu mets n'importe qui avec un logo RN, il vote pour lui. Donc, Mais l'idée là, c'est quand même du coup de regalvaniser les troupes autour des LR. Ouais. Mais pour regalvaniser les troupes, il va falloir tirer ces troupes de quelque part. Parce qu'elles sont parties ailleurs, les troupes. Une partie sont partis en Macronie. Et l'idée, c'est de les récupérer en se disant de toute façon, comme ils seront orphelins de candidats, quasiment, on va les récupérer. Et après, ils se sont dit, en fait, comme ils sont en train de radicaliser finalement les gens de droite, notamment avec la stratégie Retailleau, il y a des voies à prendre en faisant ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que il y a plein d'électeurs macronistes qu'on disait en 2017 encore qu'ils étaient progressistes sur le sociétal. On se rend compte qu'ils ne le sont pas tant que ça et que les électeurs macronistes ont tout à fait accepté la loi immigration. Ils ont tout à fait accepté la loi sécurité globale et tous les durcissements, etc. L'électorat macroniste a accompagné, il y en a qui ont été perdus en cours de route, mais globalement, l'électorat macroniste bourgeois, c'est le bloc bourgeois, on va dire, a accompagné tranquillement la radicalisation de la Macronie, son durcissement autoritaire. Donc ces gens-là peuvent très bien se retrouver dans Retailleau. Voilà. Et juste une dernière chose avant de libérer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Retailleau dit dans ce papier, il dit sur scène, mes polémiques, donc c'est dans le dernier paragraphe là, mes polémiques ont été des tentatives de passer au-dessus de la bien-pensance et les Français m'ont à chaque fois soutenu. Donc le gars en fait, et en fait là on a cité que ça, mais vraiment dans son meeting, il était en train de lister ses polémiques et il était super fier. C'est des médailles. L'angle polémique parce qu'il aurait pu dire méprise de position, mon engagement. Exactement. Pour lui, c'est une stratégie payante. C'est parce que du coup tu ouvres aussi la fenêtre d'Overton sur les sujets, on en a déjà parlé dans ces micros, mais sur les sujets qui sont acceptables dans le débat public, comme le débat public est largement déjà, la fenêtre elle est bien écartée déjà par le travail de l'extrême droite, et Retailleau il peut s'engouffrer là-dedans tranquillement. D'autant qu'il y a, et comme ça je t'offre une transition, d'autant qu'il y a des milliardaires qui font le travail aussi pour lui. On va parler de ces milliardaires maintenant avec Thomas Lemeilleux qui arrive, mais je vous rappelle à cet article, je vous renvoie à cet article, préférence nationale, haine de l'Algérie, mariage avec des étrangers, le Sénat est-il devenu un plateau de CNews, voilà. Et qui renvoie du coup aussi à plein de déclarations, à d'autres papiers pour illustrer pour ce glissement du Sénat. Et la réponse au titre c'est oui, mais il n'y a pas Elisabeth Lévy. Ça manque d'Elisabeth Lévy. D'accord. C'est vraiment CNews, tu vois. Mais ne le souhaite pas trop fort parce que tu sais pas si elle devient sénatrice, c'est un remaniement. Oui, c'est vrai. Il y a un peu tout n'importe qui rentre. Elle pourrait devenir ministre, ce serait dommage. Ministre à quoi pronostic là-dessus? Non. Non, je laisse le chat. Yes. Ok, merci Cyprien Cadéo.